Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui continuer notre leçon sur la Première Guerre mondiale. La dernière fois, nous en étions restés sur le petit 1 du grand 1, une guerre totale, et nous avions vu notamment dans ce petit 1 votre sujet d'étude sur la bataille de la Somme. Aujourd'hui, on va passer au petit 2. On va évoquer le fait que la guerre devienne mondiale véritablement, vous allez le comprendre à travers ce petit 2. Et puis on parlera aussi de cette année 1917 qui a été surnommée l'année terrible, vous comprendrez pourquoi, dans ce petit 2. On va commencer par une vidéo pour faire la première flèche, notamment pour évoquer le rôle des empires coloniaux dans cette Première Guerre mondiale. Regardez la vidéo. Si elle est coupée par YouTube, vous savez que ça arrive pas mal depuis le début du confinement. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous qui va vous amener vers cette vidéo. Voilà, regardez la vidéo, on en rediscute après. Oui, de partout, effectivement, du monde entier. Et dès l'année 1914, l'empire colonial français, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, était le deuxième au monde après l'Angleterre. Et si vous voulez, la France c'est 550 000 km². L'empire colonial en 1914, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Donc c'est 20 fois la superficie de la France. C'est dire si ça va en Afrique noire, vous venez de le rappeler, parce que sous l'appellation de tirailleurs sénégalais, on avait des Soudanais, des gens qui venaient du Dahomey, un pays qui a changé de nom depuis, la Côte d'Ivoire, enfin voilà, de Guinée. Tous ces pays-là avaient offert leurs hommes, on était allé les chercher. Et le ministère des colonies n'existe que depuis 1894, c'est-à-dire 20 ans avant le début du premier conflit mondial. Il y avait les tirailleurs algériens, ah oui, les tabors marocains. Les tabors marocains, absolument, les spahis. Il y avait, alors, c'est vrai que l'Afrique a donné énormément, hein, l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, mais on a aussi des gens qui viennent évidemment de nos départements actuels, Martinique, Guadeloupe, de la Réunion, évidemment, mais aussi de Tahiti, mais aussi de Nouvelle-Calédonie. On traverse la planète pour venir se battre ici sous les couleurs de la France et sous les couleurs de drapeaux français sur le territoire français, dans les tranchées. C'est une abomination. On fait venir aussi évidemment des Indochinois. On fait venir des Chinois qui vont venir pour travailler, car on a besoin, en fait, pour être clair, on a besoin de combattants et on a besoin de gens qui travaillent, qui vont entrer dans les usines, qui vont travailler la terre pendant que les paysans sont partis au combat. On regarde des images et on va voir effectivement tous ces cavaliers, tous ces goumiers, tous ces tirailleurs, ces Sénégalais qui, là, on les voit dans le sud de la France, là, près de la Méditerranée. Et évidemment, l'armée française, j'ai envie de dire, n'est pas prête à recevoir tous ces hommes. Il va falloir des ordres venus non seulement du gouvernement, mais aussi de ce ministère des colonies pour expliquer qu'il faut faire attention au niveau nourriture. Par exemple, il y a des interdits alimentaires pour les combattants musulmans. Eh bien, on va en tenir compte. On va tenir compte aussi des règles d'inhumation. Lorsque les soldats meurent au front, là encore, il faut respecter la façon dont on enterre les musulmans, la façon dont on enterre les bouddhistes, et ainsi de suite. Donc tout cela va modifier évidemment aussi à l'intérieur d'une même armée, d'un même bataillon. Il va falloir s'adapter. On va aller chercher aussi des Indiens. Des Indiens qui viennent d'Inde, des 5 fameux comptoirs indiens que nous possédons. Il y a Naon, Mahé, Karikal, Pondichéry, Chandernagore. Eh bien, on va faire venir ces Indiens. On va donc les rassembler à Marseille ou à Arles. C'est là que vont être installés les principaux ports d'attache, si je puis dire. C'est là que les hommes vont débarquer sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, avec des températures effroyables pour eux, évidemment. Et puis on va les former et partir vers le front. Les Indiens vont justement partir avec les Britanniques. Ils vont être associés aux Britanniques. On ne va pas créer un bataillon spécial en ce qui concerne l'armée française. Et voilà des travailleurs indo-chinois, des travailleurs chinois qui fabriquent des caisses pour pouvoir y installer les munitions, faire partir les munitions vers le front. C'est dire si nombre de ces travailleurs vont rester après, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et beaucoup vont travailler dans des conditions pénibles, effroyables, pour essayer de, comment dirais-je, que toutes ces plaies disparaissent, hein, parce qu'on va, là on est à Douaumont, là, le fameux ossuaire de Douaumont, et on vient de voir, il y a un monument spécifique pour les combattants musulmans qui a été Ça veut dire que les ouvert corps n'ont évidemment pas été rapatriés là-bas parce que trop compliqué, parce que trop loin, etc. Et déjà très difficile de leur donner une sépulture. Donc les familles, si elles ont voulu à l'époque se recueillir devant les tombes, il fallait venir là. Absolument, il fallait venir là. Alors on faisait au mieux pour les tourner vers la Mecque en ce qui concerne les musulmans, par exemple, enfin, etc. Ça a été il y a eu un travail de fait
continué malgré la guerre, malgré les difficultés de la guerre. Et ces travailleurs, je le disais, ont essayé après de nettoyer un petit peu ces plaies, c'est-à-dire reboucher les tranchées, par exemple. Travail extrêmement pénible à faire. Ça, faudra un jour qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se promène en France, on ne voit pratiquement plus de tranchées, sauf dans les lieux de combat durs. Et pour cause, le temps a passé, mais surtout, ça a été rebouché. Et puis, on a déterré les corps pour leur donner une sépulture digne de ce nom. On a aussi déterré des armes. Enfin, voilà, ça a été un travail très pénible fait par tous ces travailleurs venus du monde entier pour répondre à l'appel de la France. Merci Frédéric. Alors grâce à la vidéo que vous venez de voir, vous comprenez l'importance des empires coloniaux pour les puissances qui se sont engagées dans cette Première Guerre mondiale. Alors à l'époque, vous savez, on l'a vu dans la leçon précédente en histoire, que ce sont notamment les puissances européennes qui ont de nombreuses colonies à travers le monde, et notamment les Anglais qui ont le premier empire colonial de la planète, et les Français qui sont classés en deuxième position. Alors nous avons à l'époque des colonies notamment en Afrique. Alors je vous recite quelques exemples. On a ce qu'on appelle l'AEF, l'AOF, on a le Maghreb, on a également une partie de l'Asie avec l'Indochine, qui est devenue aujourd'hui le Vietnam en partie. Et donc on a des colonies un petit peu partout sur la planète qui vont nous être d'une grande aide dans ce conflit, d'abord parce qu'elles continuent de nous fournir des produits dont on ne dispose pas en métropole. Donc ça se faisait déjà avant la Première Guerre mondiale, ça se continue évidemment pendant le conflit. On a toujours besoin de tous ces produits qui sont envoyés des colonies vers la métropole. Et puis, on ne va pas hésiter non plus à enrôler de nouveaux soldats, c'est-à-dire à engager dans l'armée française des soldats venus des colonies. Là, vous voyez ici des tirailleurs sénégalais, mais on a aussi plein d'autres exemples sur, par exemple, des combattants venus du Maghreb qui vont venir grossir les rangs des soldats et qui vont donc porter l'uniforme français, qui vont se battre pour leur métropole et évidemment en France. Donc on va les amener en France et ils vont combattre pour défendre le pays. N'oubliez pas non plus qu'on engage également beaucoup de travailleurs issus des empires coloniaux. Donc là, vous voyez ici, par exemple, des travailleurs sénégalais qui sont venus du côté de Lyon pour charger des obus, c'est-à-dire qu'ils viennent remplacer la main-d'œuvre qui est partie au front. Et donc, ils travaillent dans les usines ou dans les champs français afin justement de pouvoir pallier à toute cette main-d'œuvre qui a disparu puisqu'elle est partie tout simplement combattre. Voilà, donc ça c'était le premier petit point de notre flèche numéro 1 qui vous montrait que les empires coloniaux étaient très importants dans cette Première Guerre mondiale. Alors les deux petits points qui vont permettre de terminer cette première flèche, on vous explique que en fait la guerre est très rapidement mondiale. Déjà dès 1914, vous allez le voir sur la carte que je vais projeter, dès 1914 par exemple, le Japon s'est déjà engagé dans la guerre. Donc déjà, vous voyez, ça n'est pas une guerre qui est uniquement européenne. Par les colonies, on voit déjà que l'Afrique a basculé également dans le conflit. Et il y a des puissances également qui, de l'autre côté, par exemple du côté Pacifique, se sont déjà engagées dans la guerre. Le Canada, évidemment, aussi en fait partie. Et puis regardez l'évolution. En 1915, on a d'autres puissances qui viennent grossir le rang des puissances en guerre, et notamment l'Italie. Ici, regardez, elle n'était pas en 1914, mais par contre en 1915, elle est bien arrivée. Et puis 1916, vous avez encore une fois des pays qui s'ajoutent. Et puis 1917, vous avez, on va en reparler, les États-Unis, la Chine, le Brésil notamment. Donc vous voyez, finalement, il y a assez peu de pays qui ont échappé à cette Première Guerre mondiale, qui n'y participeront pas. Voilà, donc dans cette première flèche, vous avez vu que cette guerre est véritablement mondiale parce qu'elle va impliquer les colonies, parce qu'elle va impliquer d'autres pays à travers le monde. Elle n'est pas uniquement européenne. On va voir surtout que c'est en avril 17, avec l'entrée en guerre des États-Unis, que la guerre va prendre une nouvelle tournure. C'est véritablement un tournant, cette entrée en guerre des États-Unis. Et vous allez le comprendre grâce à la vidéo que je vous montre juste après. La guerre sous-marine à outrance va confirmer les pires craintes du chancelier allemand. Le 19 mars 1917, 3 navires marchands américains sont coulés dans l'Atlantique. C'est exactement ce qu'attend le président américain, Woodrow Wilson. Il a besoin d'un prétexte fort pour faire intervenir l'Amérique, parce que Wilson ne peut plus être pacifiste. Pour lui, la France est le pays des droits de l'homme. Ils sont menacés, et avec eux, la démocratie. Il dit: l'Amérique doit donner son sang pour les principes qui l'ont fait naître. Ce n'est pas seulement au nom de ces principes qu'il veut aider les Français et les Britanniques. Il leur a prêté 2 milliards de dollars de l'époque. Cette énorme dette ne sera jamais remboursée si l'Allemagne, avec ses sous-marins, gagne la guerre.
Wilson a aussi profité de la neutralité. Après une longue crise économique, le conflit européen a ramené la prospérité aux États-Unis grâce aux exportations de conserves, de coton, d'explosifs et de minerais pour l'industrie de guerre. L'Amérique est devenue puissante. Wilson veut qu'elle joue un rôle important dans le monde qui va émerger de la guerre. Mais Wilson, pour sa réélection, avait promis aux 6 millions d'électeurs d'origine allemande de garder la neutralité. Et la presse américaine reste isolationniste, opposée à toute intervention militaire. Comment Wilson va-t-il faire basculer l'opinion publique en faveur de la guerre? Après le choc des torpillages, une nouvelle affaire éclate opportunément. Au Mexique, la cavalerie américaine était intervenue l'année précédente, après des sabotages à la frontière. Les Américains soupçonnent des Mexicains d'être financés par les Allemands pour créer du désordre. Les services secrets britanniques interceptent un télégramme allemand promettant aux Mexicains de leur donner, en cas de victoire, rien moins que les États du Texas et de l'Arizona. Ce télégramme, transmis à Wilson, lui permet de retourner son opinion et de convaincre le Congrès de voter la guerre à l'Allemagne, le 6 avril 1917. Les États-Unis rejoignent l'Empire britannique, du Canada à l'Australie, la France et ses colonies, la Russie, l'Italie, la Belgique, la Serbie, la Grèce, le Portugal et le Japon, dans leur lutte contre l'Allemagne et ses alliés. Donc, grâce à la vidéo, vous comprenez l'importance de l'entrée en guerre de ce pays, les États-Unis. Alors c'est notamment avec le président Wilson que les États-Unis vont basculer en guerre. Alors, vous connaissez la raison, hein. Je rappelle que notamment les Anglais, les Français ont mis en place un blocus qui vise à étouffer l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et que l'Allemagne répond à ce blocus notamment par une guerre sous-marine. Et ces sous-marins vont parfois toucher des bateaux civils, et ils vont notamment toucher le Lusitania, et ça va beaucoup émouvoir l'opinion américaine. Alors bon, il faut savoir que les tensions avec notamment l'Allemagne étaient de toute façon assez fortes à cette époque-là, vous l'avez compris dans la vidéo, et Wilson va demander au Congrès de déclarer la guerre à l'Allemagne, et le Congrès va accepter. Et donc en avril 1917, les États-Unis entrent en guerre. Alors pourquoi c'est un tournant? Regardez, cette affiche-là récapitule et résume assez bien l'état d'esprit que l'on peut avoir en France justement lorsque l'on apprend que les Américains vont venir nous aider et nous rejoindre. On nous dit voilà ce que nous apporte l'Amérique: un effort militaire important, des dépenses militaires qui sont très fortes aussi, une industrie, une usine qui est très importante, une aide financière. Bref, on a vraiment confiance en cette aide américaine. Et puis n'oubliez pas qu'à cette époque, les États-Unis se trouvent loin du conflit, donc ils ont un territoire intact, une industrie qui tourne très bien, et donc effectivement leur apport va être très important, même si, attention, et je l'ai bien signalé dans votre seconde flèche, il met du temps à se mettre en place, c'est-à-dire que certes ils rentrent en guerre en avril 1917, mais leur arrivée massive sur notre territoire, notamment avec les GI, c'est-à-dire les soldats américains qui viennent nous prêter main forte, elle met un petit peu de temps à arriver, donc ils n'arriveront pas tout de suite, pas en avril 1917, mais vraiment tout au long de cette année 1917, et véritablement en 1918, on va passer un cap dans cette Première Guerre mondiale grâce à cet apport américain. On termine ce cours par une troisième flèche qui va évoquer l'année 1917. Vous savez qu'on l'a surnommée l'année terrible, tout simplement parce que c'est un moment où la lassitude est de plus en plus forte. Les soldats sont au front depuis plus de 3 ans dans des conditions, vous allez le revoir avec moi en grand 2, qui sont déplorables. Vous avez des populations à l'arrière qui évidemment s'inquiètent pour leurs proches qui sont partis à la guerre, qui vivent aussi des pénuries, c'est-à-dire qu'on manque de certains produits qui sont essentiels. Vous avez les prix qui ne cessent d'augmenter, et puis tout simplement vous avez de plus en plus l'espoir d'une paix immédiate, et on évoque même la possibilité d'une paix blanche, c'est-à-dire on s'arrête là où on en est
et puis on remet les compteurs à zéro, chacun retourne chez soi. Donc de plus en plus au sein de la population, vous allez avoir de la lassitude, vous allez avoir une remise en question de cette guerre qui finalement dure et vous le savez fait de nombreuses victimes. Et puis, chez les soldats, vous avez aussi de plus en plus de mutineries qui vont éclater et je vous propose de le découvrir grâce à cette vidéo qui va vous parler d'une bataille célèbre, la bataille du Chemin des Dames en 1917, qui est vraiment l'un des moments importants de la Première Guerre mondiale car la lassitude des soldats est très très grande. Regardez la vidéo. Entre tout ce que je vois, tout ce que j'entends et tout ce que je comprends, ce que je pressens surtout, je me révolte. Je dois cependant demeurer discipliné. Une main de fer inhumaine nous étreint, tout homme ou gradé qui se laissera dépasser par l'escouade de surveillance sera fusillé sur place. C'était bien là, à notre connaissance, la première fois qu'une telle note était communiquée avant une attaque. Alors le 16 avril, tout commence à 6 heures du matin. Le temps est atroce. Il a neigé, il fait très froid, il gèle très durement. Et il y a un de ces brouillards épais comme on connaît au Chemin des Dames. Alors, tout le long de la ligne, le coup de sifflet, c'est le même scénario. Les hommes s'élancent, font 50, 100 mètres. Et avec leurs 30 kilos sur le dos et le long manteau de l'infanterie française, abordent les premiers barbelés qui sont presque partout intacts. Et alors commence le carnage, c'est-à-dire qu'un peu partout se dévoilent les multiples nids de mitrailleuses allemandes installés sous les roches ou dans des abris bétonnés et qui vont hacher. Il y a des régiments qui ont disparu en très peu de temps. Derrière, l'ordre sera toujours le même, avancer, avancer. Un régiment est complètement fichu, on fait suivre le suivant. Et tout le drame du 16 avril, il est là. Nous avons l'impression d'avoir été abandonnés. On nous a dit de tenir. Nous voilà à bout. Et dans quel état? Au milieu des cadavres et des excréments, englués dans une boue infecte. On peut tout de même estimer que, raisonnablement, durant ces 3 semaines, c'est-à-dire du 16 avril au 10 mai, on est avec 300 000 tués, blessés ou disparus. C'est dire assez l'ampleur du désastre, des pertes pour une offensive qui n'a rien rapporté comme gain de terrain qui était inutile et complètement absurde. Le courrier intercepté par la commission du contrôle postal et les rapports du service des renseignements parvenus à l'état-major témoignent de façon alarmante de l'abattement et du ressentiment des combattants. C'est terrible. Pour sortir de cette fournaise, il n'y a plus que l'hôpital ou la mort qui vous délivre. Le 129e, le 36e, le 74e se sont révoltés. Et tout le 20e corps. Nous refusons de monter aux tranchées et surtout d'aller à la boucherie comme des moutons. Et tous les régiments d'infanterie vont faire pareil. Comme en Russie. C'est lugubre. Jamais peuple ne s'est suicidé avec cette légèreté. Et les premières mutineries commencent dès le début de mai. C'est un phénomène important, parce qu'on estime que 30 à 40 000 hommes vont se trouver en état de rébellion. C'est-à-dire qu'une cinquantaine de divisions, donc près de la moitié de l'armée française, se trouvent atteints par le phénomène. Et cela est d'autant plus grave que c'est l'emplacement du front qui est le plus proche de Paris. Donc dans cette vidéo, vous l'avez compris, cette bataille du Chemin des Dames, vous voyez le Chemin des Dames c'est situé ici, c'est assez proche de chez vous ici, hein. Vous vous souvenez la bataille de la Somme est là, Verdun est situé ici, et la bataille du Chemin des Dames est ici. Donc cette bataille en 1917, elle a évidemment marqué le moral des soldats tout simplement parce qu'elle s'est soldée par de très nombreuses pertes humaines et quasiment aucun gain de terrain. Donc dans le moral des troupes, évidemment, ce genre d'offensive pèse et certains soldats commencent à se révolter. C'est ce qu'on appelle des mutineries, lorsque vous refusez d'obéir à un ordre, lorsque vous refusez d'aller combattre. Donc dans ces cas-là, vous devenez un mutin, donc se mutiner, c'est-à-dire dans ces cas-là, vous refusez de combattre. Et évidemment, vous allez avoir dans ces cas-là des peines qui peuvent aller jusqu'à la mort. Regardez ici, c'est l'une des rares photos où vous voyez une exécution.
d'un poilu qui a refusé d'aller combattre, donc qui s'est révolté et qui est exécuté. Alors les exécutions, il y en aura, et il y aura aussi beaucoup de condamnations dans des tribunaux militaires pour justement actes de rébellion, pour mutinerie, c'est-à-dire des soldats qui refusent d'aller combattre tout simplement parce qu'ils considèrent que les offensives sont inutiles. Donc retenez bien cette bataille du chemin des dames en avril 1917, et vous avez également de nombreux courriers de soldats qui expriment toute cette lassitude, toute cette fatigue, et parfois même qui vont vous expliquer que pour eux la guerre est inutile. Et aujourd'hui on connaît ces courriers, vous le savez, parce qu'ils ont été confisqués par la censure de l'armée. Donc ça, ce que l'on verra un petit peu plus précisément dans le grand 2 la prochaine fois. J'espère que vous continuez à bien suivre tous les cours. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour notre grand 2. À bientôt.